faut-il empêcher les salariés de Sephora de travailler le soir? Même s'ils le désirent, c'est le problème. La justice a tranché dans l'affaire Sephora. Vous le savez, le parfumeur avait décidé d'ouvrir l'un de ses grands magasins sur les Champs-Élysées jusqu'à 1 h du matin avec des salariés volontaires. Les syndicats de la distribution s'y opposaient. Ils ont obtenu gain de cause. La décision de la Cour d'appel de Paris hier est claire et nette. Le grand magasin de parfums des Champs-Élysées doit fermer ses portes après 21 h. Si la justice nous donne raison, c'est pas parce que elle a voulu nous faire plaisir, c'est parce que l'entreprise est en tort. Donc c'est pas de l'idéologie à un moment. Encore une fois, l'ensemble des dispositions légales se respectent, y compris les dispositions sociales. On se dit comment on va finir le mois, du coup, 21 h, c'est pas minuit. Les salaires, forcément, on est mieux payé, donc ça permet d'arrondir les fins de mois. L'astreinte en cas d'ouverture est lourde, 80 000 € par ouverture et par salarié présent après 21 h. La direction a annoncé qu'elle se pourvoirait en cassation. Elle affirme réaliser 20% de son chiffre d'affaires avec ses nocturnes. Pour les gens qui travaillent, c'est bien. C'est pratique quand même. Si on quitte le travail assez tard ou... Sur les champs, la décision pourrait bientôt faire trembler Monoprix. Les syndicats ont en effet annoncé leur intention de porter plainte pour fermeture tardive. Alors Karl Gazi, vous êtes secrétaire général de la CGT Commerce et Services de Paris. C'est vous qui êtes à l'origine de cette interdiction. Je suppose que c'est pour le bien des salariés. Oui, mais pas contre le gré. Pas pour le bien des salariés volontaires, pour le bien des autres salariés, ceux qui seront forcément impactés par les ouvertures auxquelles participent ces salariés volontaires. Sephora est une entreprise qui est dans un univers concurrentiel, donc même si c'était vrai que c'était avec des salariés volontaires qu'ils ouvraient, il n'empêcherait que demain, l'ensemble des concurrents de Sephora seraient contraints d'ouvrir, volontaires ou pas, et l'ensemble des salariés du commerce, ils sont 400 000 à Paris, ça compte plus à notre sens, leur santé compte plus à notre sens, que la volonté de 100 personnes chez Sephora sur les Champs-Élysées. Mais alors qu'en est-il de la santé de tous les salariés qui travaillent le soir au même moment sur la même grande avenue des Champs-Élysées? On pense à ceux de Monoprix, on pense à ceux de la FNAC qui travaillent jusqu'à 23 h 45, on pense à ceux du drugstore qui travaillent jusqu'à 2 h du matin, on pense à tous ceux qui travaillent dans les restaurants, dans les cinémas, dans les théâtres, je pense à moi qui travaille le soir ainsi qu'à tous les techniciens qui sont là. Qu'en est-il de nous? Vous avez l'air de bien vous porter. Oui, mais enfin... ceux de Sephora mais aussi. généralement, les problèmes surgissent un peu plus tard. J'espère qu'ils ne surgiront pas pour vous. Mais le Code du travail prévoit quand même qu'il y a des professions qui nécessitent un travail de nuit. Soit en raison d'un impératif social, soit en raison d'un impératif économique. Et dans ce cas-là, fille de la santé? Pas fille de la santé, mais on est en présence de deux impératifs qui peuvent être contradictoires. Et c'est une espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre ce qui est nécessaire. Là, en revanche, où il s'agit d'une commodité, effectivement, il peut être pratique d'aller dans un magasin le soir, s'acheter du parfum à Chanel numéro 5 à 2 h du matin, pourquoi pas. Ne faites pas de publicité, j'en ai déjà fait suffisamment, on est numéro. Un yaourt 0% d'une marque générique à 2 h du matin, pourquoi pas. Néanmoins, c'est une commodité, ce n'est pas un impératif. Et dans la balance impératif de la santé, je pense que ça ne pèse pas lourd. Alors, réaction? Éric Dupond-Moretti? Non, moi je ne connais pas la situation des salariés. Tout ça sont des problèmes très complexes. Il y a le droit du travail, il y a la liberté évidemment. Il y a des gens qui ont envie de travailler. Est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Quel est leur salaire? Tout ça sont des questions qui méritent d'être posées. Ouais. Mais visiblement, ils ont répondu. Ils disent tous, nous, on est très contents de travailler, on gagne plus d'argent. Vous avez une société avec 10% de chômage, comment voulez-vous que la pression sur les salariés ne soit pas telle que même un travail le soir, la nuit, etc., mais un travail pourvu qu'il y en ait un. Et c'est ça qui incite à détricoter tous les acquis sociaux, tout ce qui a fait que le droit a progressé pour les salariés. Et Karl ne l'a peut-être pas dit aussi cash, mais il faut le dire franchement, quand on travaille la nuit, en statistique et en moyenne, on perd 3 ou 4 ans de vie. Les cancers de la prostate, les cancers du sein, pour les personnes qui travaillent la nuit, sont considérablement augmentés. Donc il y a des risques sur la santé, mais ce n'est pas simplement un problème de santé. Ce n'est pas qu'un problème de santé, c'est aussi un problème qui touche à la désynchronisation des temps, c'est-à-dire au fait qu'à partir du moment où on peut travailler n'importe quand, le dimanche, le soir, la nuit, etc., le temps pour se rencontrer entre amis,
famille en famille, etc., devient totalement désynchronisé. Ça pose un problème. Et le dernier, qui n'est pas les moindres, puisque vous parlez de liberté depuis tout à l'heure, mais de quelle liberté? Moi, je vais parler de rien. Hein. C'est une des questions que vous posez, parce que interdire, derrière, il y a bien la question de la liberté. Oui. Et je suis très attachée à la liberté. Mais là, en l'occurrence, on nous parle de consumérisme. C'est quoi? C'est la liberté de pouvoir acheter tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure. Est-ce que c'est ça la liberté véritable? Et moi, je pense que ça pose la question, finalement, ce que ce syndicat, par cette conquête, par votre travail, vous mettez dans le débat, ainsi que toutes les batailles contre le travail du dimanche, ça pose l'enjeu du consumérisme, de la place de la marchandisation de tout dans une société qui est tournée vers cet objectif. Et je pense qu'il faut qu'on revienne, qu'on mette les choses dans un autre sens. Paternaliste quand même comme point de vue. Enfin, c'est très très étonnant. Si les gens ont envie d'acheter... quand vous allez boire une bière à la terrasse d'un café à 22h, vous ne vous demandez pas si le type qui vous sert va perdre 3 ou 4 ans de vie. Ce qui est très frappant, moi, je trouve, dans le documentaire qu'on a vu, c'est... Mais vous ne la posez pas, j'imagine, que vous ne la posez pas, de même que... non, prenez pas de bière après 22 heures. Je ne bois pas trop de bière, mais c'est pas le sujet. Vous voyez bien le problème. Non, mais ce qui est très frappant dans le documentaire, c'est que c'est essentiellement des jeunes quand même. C'est-à-dire ce que vous voyez là, c'est des jeunes, c'est-à-dire des gens qui peuvent supporter de travailler la nuit. Généralement, ils sortent la nuit sinon. Et qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de pouvoir d'achat. On est quand même dans un pays où il y a un problème de pouvoir d'achat, où il y a un problème d'emploi. Pour toute décision qui revient à réduire le pouvoir d'achat de ces salariés, qui sont quand même mieux payés quand ils travaillent le soir, c'est quand même un peu bizarre. C'est très à contre-courant mais parlons dans ce cas-là des vrais problèmes, qui est la question de la relance économique, qui est la question du partage des richesses. Vous nous parlez, et dans 3 secondes, je suis sûre qu'on va arriver au coût du travail et à toutes ces sornettes que vous nous serinez. Parlons du coût du capital. Parlons de ce qui permet un partage des richesses. Si vous permettez aux modestes syndicalistes que je suis de m'immiscer dans votre débat fort intéressant, on va rester sur des choses très concrètes. Quand les salariés de Sephora sont volontaires, ils ne sont pas volontaires sur une île déserte. Ils sont entourés d'autres salariés du commerce bien sûr. Et qui sont entraînés sur le terrain du travail de nuit contre leur gré. Moi, je ne veux pas interdire à un volontaire de travailler s'il le veut. Si son volontariat n'a pas d'impact sur les autres salariés, il n'y a aucun souci avec ça. Le problème, et c'est le sens de l'ordre public social, c'est pour ça qu'il existe, c'est pour ça que nous avons des normes minimales dans le Code du travail. C'est parce que si jamais on permettait aux volontaires, supposez par exemple qu'on permette d'embaucher en dessous du SMIC aux gens volontaires pour travailler en dessous du SMIC. On imagine sans difficulté que demain, tous les patrons embaucheraient des salariés en dessous du SMIC et réserveraient l'embauche aux salariés qui accepteraient, qui seraient volontaires pour travailler en dessous du SMIC. C'est le même problème pour le travail de nuit. Si les salariés de Sephora travaillent la nuit, si le magasin est ouvert, Marionneau doit ouvrir, les galeries de Lafayette doivent ouvrir, le Printemps doit ouvrir, et c'est un ensemble. Ce sont 400 000 salariés non volontaires qui sont entraînés sur le terrain du travail de nuit, sur ce temps décalé. Attendez, juste pour un exemple, parce que le phénomène de tache d'huile dont vous parlez est vrai dans les deux sens, puisque vous avez obtenu aussi la fermeture de Bricorama, enfin la fermeture le dimanche. Bricorama ouvrait ses magasins le dimanche. Résultat, Bricorama a contraint ses concurrents, Leroy Merlin et Conforama, à fermer à leur tour le dimanche. Regardez, la décision a été prise justement aujourd'hui. C'est ce que nous appelons un cercle vertueux. Ça nous faisait l'équivalent d'à peu près 100 € en plus par dimanche travaillé. Donc choqué à première vue, choqué. Franchement, je suis dégoûté de cette décision parce qu'on ne comprend pas pourquoi arriver là, on veut travailler, on est volontaire à travailler, on n'a jamais été forcé à travailler. Je vais quand même perdre 300 € tous les mois sur mon salaire. Donc on diminue mon salaire, par contre moi mes charges elles ne diminuent pas. Merci les syndicats, merci d'aider les salariés quoi. Moi je pense qu'il faut quand même qu'ils changent de métier ces gens-là parce que je pense qu'ils n'ont pas tout compris. Émilie et ses collègues veulent continuer la lutte. Contacté par téléphone, Leroy Merlin, l'autre enseigne visée par le verdict du tribunal, annonce qu'il se réserve le droit de faire appel de cette décision. Alors, en l'occurrence, là, ce n'est pas les syndicats, c'est le concurrent. Maintenant, il est admis communément que quand quelqu'un fait fermer un magasin, ce sont les syndicats. C'est le patron de Bricorama, je le rappelle, il y a quelques mois, c'est lui-même qui organisait des manifestations de salariés pour demander de ne pas appliquer la loi qu'il fait appliquer à son tour. Donc ces salariés qu'on jette dans les rues pour dire « nous avons envie de travailler, nous sommes volontaires » sont l'objet d'une manipulation dont le seul objet
est à l'objectif de concurrence entre les enseignes qui sont sur des marchés étals, vous le savez comme moi, de croissance étale, et qui, pour chercher des parts de marché nouvelles, essaye de les piquer aux concurrents en ouvrant plus tard que lui, un autre jour que lui, etc. C'est exactement ce qui se passe. Il y a aussi les c'est ni l'intérêt des salariés qui prime, ce n'est pas l'intérêt du consommateur non plus. Pourquoi? Parce que le consommateur, chez Sephora aujourd'hui, il va être beaucoup mieux servi qu'hier, puisque les équipes, au lieu d'être étalées jusqu'à 2 h du matin, vont être resserrées sur un horaire plus court et pouvoir servir les clients dans de bien meilleures conditions. Moi, je suis assez d'accord avec Clémentine Autain sur le fait de la vraie question qui se pose. Je ne pense pas que ce soit celle du coût du travail ou celle de la pénibilité. C'est celle en effet de la marchandisation, et il y a quelque chose qui regimbe en nous, quelque chose qui résiste au fait de nous définir comme uniquement des producteurs de richesse ou des consommateurs de richesse. Ce n'est plus le phénomène religieux, mais aujourd'hui, toujours le dimanche ou le soir, il y a quand même quelque chose de sacré. Sauf que je ne suis pas sûre que ce soit une véritable conquête, parce qu'aujourd'hui, en effet, le droit du travail doit s'appliquer, je suis d'accord, mais à une société contemporaine qui accepte le particularisme, en tout cas du lieu. En l'occurrence, les Champs-Élysées, c'est-à-dire un lieu touristique où la clientèle vient le soir, vient la nuit, 20% du chiffre d'affaires est là. Il dépend de ce chiffre d'affaires de pouvoir engager, de pouvoir payer des salariés. Si l'on ferme, dès lors, en effet, cela pose un problème. Est-ce que je serais pour interdire les sex shops en général? Non. Est-ce que je les interdirais près d'une école? Oui. De la même manière, est-ce que je suis pour légaliser le travail le soir et le dimanche? Bien sûr que non. Néanmoins, dans un lieu culturel, touristique, où les gens s'attendent à cela le soir, je l'autoriserai dans la mesure où, bien sûr, les syndicats et les travailleurs font leur travail, que les travailleurs sont pour. Thomas Leclerc, c'est juste là-dessus, c'est très intéressant, puisque c'est un peu la démarche qui avait été de Balladur en 93 avec la loi quinquennale, qui avait autorisé les premières exceptions justement dans les zones touristiques. Et cette démarche, c'est un puits sans fond. Pourquoi? Parce que dès que vous créez une exception à la limite, aux limites de cette exception, il y a toujours le commerçant qui est dans la rue juste à côté, qui va gueuler en disant mais c'est pas normal, pourquoi la zone touristique s'arrête ici et pas là? On a entendu un ancien président de la République nous dire mais comment se fait-il que le trottoir de gauche des Champs-Élysées est fermé alors que le trottoir de droite est ouvert, ce qui était complètement faux par ailleurs. Mais dès que vous entrez, vous mettez le doigt dans l'engrenage de l'exception, on n'en finit plus. Et le problème de Bricorama aujourd'hui, c'est le problème de la gestion des exceptions. Il y a des zones autorisées à côté de zones non autorisées selon des critères plus ou moins objectifs, mais Paris tout entier est une zone touristique. C'est difficile de dire que seuls les Champs-Élysées en sont. Thomas Claire. Oui, c'est exactement ce que je pense, dans la mesure où le concept de touristique, de toute façon, est un concept hyper extensif. Maintenant, Paris est une ville qui est complètement une sorte de musée. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui s'appelle le 10e arrondissement. Je vois que finalement, dans le Marais, par exemple, c'est le même problème aussi. Le dimanche, vous avez sans arrêt... vous avez une sorte d'hystérie, finalement. C'est presque un argument esthétique aussi qu'on pourrait apporter. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hystérie permanente du commerce qui fait que finalement, il n'y a plus de mélancolie dans la ville. Il n'y a plus jamais ces zones mortes, ces zones finalement qui font que Paris est une ville très agréable dans le côté justement off. Et bien justement aujourd'hui on veut tout le temps faire que la ville soit hyper vivante, et finalement ce côté hyper vivant, mais vivant comme un centre commercial avec toutes les ambiguïtés que ça peut avoir. On pourrait décider de limiter complètement la consommation de choses. On pourrait dire par exemple le samedi on va pas dans les magasins une semaine sur deux parce que c'est pas bien de consommer, alors que par contre aller le soir au cinéma ça c'est ok. Non, c'est pas les mêmes. Quels sont les critères exactement qui sont Il y en a quand même quelques-uns dans les critères. Il y a déjà un critère qui est l'avenir de la planète. C'est tout con, mais si on continue à consommer comme on consomme tout et n'importe quoi en quantité astronomique, et même quand vous parliez tout à l'heure de l'enjeu de la richesse, vous dites on produit de la richesse, mais est-ce que c'est vraiment ça la richesse? C'est pas sûr. Les gens qui travaillent en tout cas ont l'air de penser que eux, en tout cas c'est de la richesse qui arrive sur leur compte. C'est la pression sur le travail qui fait que ces gens-là, et moi je les comprends, et en particulier les jeunes, qui sont prêts à travailler dans des conditions infernales, parce que c'est ça ou rien. Et même pas le chômage pour les moins de 25 ans. Donc, moi, je comprends la tension et ce sentiment d'urgence même, de dire là, vous nous ôtez notre boulot. Mais est-ce pour autant que quand on est responsable syndical, politique, qu'on réfléchit, qu'on essaie d'être un citoyen engagé, on doit changer toutes les règles parce qu'il y a la pression
qu'est la pression du chômage de masse, des crises, etc. Non, mais là, Et ce ça, n'est c'est la pas la pression des réponse. gens eux-mêmes, en un sens. Oui, mais ce C'est n'est ça pas qui la fait réponse. l'outrage, hein. Ce n'est pas la bonne réponse aux crises, parce que précisément sur une vision très paternaliste de la oui, politique. mais mais c'est pas du tout paternaliste, c'est un choix de société. Les gens veulent travailler, vous leur dites mais non, mais les gens c'est pas pour veulent leur aussi bien. sauver la planète, mais les gens veulent aussi que la planète ne crève pas. Donc vous voyez bien qu'il y a là des désirs que vous pouvez interpréter de façon Pardon, mais il ne faut pas contradictoire. faire dire aux gens n'importe quoi. Chez Sephora, 57% des salariés ont voté pour les syndicats qui sont opposés au travail de nuit. Aux Galeries Lafayette, ce sont les salariés qui nous ont demandé de faire fermer le magasin le soir. Au printemps, pareil. Chez Uniqlo, pareil. Chez Apple, pareil. Ce n'est pas parce que une certaine chaîne de télévision aime bien filmer des salariés en train de pleurer que tous les salariés sont pour travailler le soir. Alors sur la création de richesse, deux mots. Il s'agit surtout de transfert d'activité. Celui qui ouvre prend de l'activité à celui qui n'ouvre pas et crée de l'emploi là où l'autre en détruit. Donc il n'y a pas à proprement parler de création de richesse, mais ce n'est pas le fond du problème. Ce que je voulais dire, c'est que dans une situation de crise comme celle-là, plus que jamais, nous avons besoin de normes minimales qui ne souffrent pas de dérogation. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à la concurrence entre les salariés et c'est le moins-disant des salariés à l'embauche qui sera embauché. La parole aux Parisiens de service, Alain Pocard. Il y avait longtemps que je n'avais pas assisté à un meeting et je vous remercie de m'avoir invité. Non, alors d'abord pour répondre à vous, cher ami, tous les quartiers de Paris ne sont pas touristiques. Il y en a qui sont particulièrement laids. Le front de Seine et autre chose. Deuxièmement, pour vous répondre, il est de notoriété publique depuis que je suis Mouflet qu'il y a une partie des Champs-Élysées qui n'est pas commerçante. Maintenant, si vous voulez savoir mon avis sur l'ouverture de Sephora, c'est pas du tout un point de vue libéral, moi c'est esthétique toujours. Les Champs-Élysées sont devenus tellement, un endroit tellement laid et sinistre qu'une petite lumière dans la nuit, comme une crèche comme ça me déplairait pas. Ça l'arrive Voilà. Et André Comte-Sponville, qu'on n'a pas entendu. Mais écoutez, comme souvent, quand il y a opposition entre des gens qui sont de bonne foi, ça veut dire que les arguments sont valables des deux côtés. Et moi qui n'ai pas vraiment d'avis ni de compétence sur cette question-là, je suis frappé, par les arguments sont respectables de les syndicats, ceux des salariés sont respectables aussi, ils ont de leur point de vue raison les uns et Parfois, les autres. ce sont les mêmes, Deuxième si je puis me observation, c'est pas la morale qui va trancher. Il n'y a pas l'opposition du bien et du mal, des gentils et des méchants. Et donc, c'est en vérité un débat politique. Vous parlez de meeting à juste titre. Ce qu'on a vu ici, c'est un conflit politique, ce qui est très bien, ce qui est très nécessaire. Mais ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un bien ou un mal. Il y a un débat démocratique et il faut appliquer la loi. Et c'est ce que font les tribunaux. Et si on veut changer la loi, c'est possible, mais voilà, c'est un débat politique et du coup, on peut le tenir sereinement. Une fois qu'on a compris que la position de l'autre n'est ni une position idiote, ni une position immorale, on n'est pas d'accord, on s'affronte, le plus fort gagne. Le plus fort dans une élection, c'est celui qui a le plus de voix. Mais c'est vrai que c'est un jeu de société. Éric Dupond-Moretti. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. En réalité, pardon, M. Dany, mais c'est un peu hors sujet. Hein? Il n'est pas question ici de problèmes liberticides. Enfin oui, vous opposez la liberté des salariés, la liberté... Bon. Mais le thème de l'émission, c'est les interdictions tous azimuts. Là, c'en est une. D'accord. En l'occurrence, il y a une décision de justice, semble-t-il. Bon. Ce que je note quand même, c'est que c'est une bonne base pour les sujets à venir. Parce que nous dit-on d'emblée? Vous nous dites d'emblée, mais la santé publique. Bon, d'abord, le type qui ne sait pas nourrir ses gosses, il peut aussi perdre en stress quelques années de vie. Celui-là qui ne peut plus travailler. Bon. Mais surtout, ça pose parfaitement ce que nous allons voir dans les sujets à venir. À savoir que chaque fois qu'on nous prive d'une liberté, on nous dit « mais c'est pour votre bien ». Alors, à tort ou à raison, là, en l'occurrence, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat. Je pense que les arguments sont respectables. Et encore une fois, je ne connais pas la situation des salariés, de Sephora, etc. Mais c'est une bonne base pour entrer dans le vif du sujet. Eh bien, on va y entrer. Charles Gazier, un dernier mot. Il ne s'agit pas de privation de liberté. Il s'agit de préservation de droits. Salariés, il s'agit de préservation de droits. Mais on peut continuer à acheter des produits chez Sephora, juste pas après il ne s'agit pas, pardon, Clémentine, ni de bien ni de mal. Il s'agit de démocratie. Il y a une immense majorité de salariés, 400 000, qui travaillent dans le commerce aujourd'hui sur Paris, qui ne veulent pas travailler le soir. Et le problème, c'est qu'une centaine de salariés, volontaires peut-être, mais volontaires dans les conditions qu'on peut imaginer, c'est-à-dire pression sur les salaires, pression sur un tas de choses, en voulant travailler, vont entraîner derrière eux, par le jeu de la concurrence, les autres salariés. Point final. On n'a pas d'autre prétention que celle-là, que de préserver l'intérêt de l'immense majorité des salariés. Merci.